Eh bien, bienvenue à ce C'est Positif et tout de suite la parole à notre hôte qui nous accueille. Bonjour à tous, donc merci déjà d'être présents à cette première. Effectivement, on avait prévu l'année dernière de faire un C'est Positif qui n'avait pas pu se faire pour X raisons. Donc là, on est plutôt content de pouvoir mettre en place cette action-là avec Novabuild. Une action dont parlera certainement Pierre-Yves, mais du coup qui est à l'échelle régionale en lien avec les 5 CME des Pays de la Loire. Je voulais remercier aussi la Ligue du Mans pour nous prêter en fait la salle de la fabrique pour pouvoir se voir aujourd'hui et échanger sur les 2 projets qui seront présentés aujourd'hui. Et puis merci à nos intervenants aussi d'être présents et de pouvoir parler de ces 2 beaux projets sartois. Voilà, je suis courte. Merci beaucoup Céline. Alors un petit mot sur ce qu'est C'est Positif. Alors d'abord le rappel des règles Covid. On va porter le masque toute la matinée, y compris les intervenants. C'est pour ça qu'on a aussi un micro, même si on n'est pas très nombreux, comme ça on n'est pas obligé de crier. Le gel hydroalcoolique est à la disposition notamment des intervenants. Vous verrez que on va demander à chacun de ceux qui vont parler, vous allez en fait, j'espère, tous à un moment ou à un autre prendre la parole. Si vous prenez le micro, vous nettoierez les mains avant de prendre le micro. Les gestes barrières, évidemment. Souriez, vous êtes filmé, alors bon. Vous avez compris la blague. Et donc, normalement, ça aurait dû être en direct, mais ce sera juste en replay parce qu'on a un petit souci technique, mais en fait, ça arrive tout le temps. Alors, C'est Positif. Si on peut passer. Donc, qu'est-ce que C'est Positif? En fait, c'est un travail d'expertise collective. C'est pas une revue de projet comme une autre, c'est pas une valorisation des projets comme d'habitude, mais c'est un échange. Et vous allez voir dans la méthode, l'idée c'est de à la fois contribuer, on va demander donc aux équipes projets de contribuer, de se soumettre au débat, de se soumettre à une expertise, à un regard critique, et on a des experts qui ont travaillé sur le sujet. Je vais vous les présenter dans quelques minutes. L'objectif, c'est de progresser ensemble, d'apprendre et de faire en sorte qu'on capitalise sur l'expérience des 2 projets qu'ils ont présentés aujourd'hui. Donc c'est ouvert à tous. Je le dis aussi sur les candidatures. N'hésitez pas à nous faire part des projets sur lesquels vous avez travaillé, vous travaillez. C'est à la fois des ouvrages qui peuvent être en conception, en réalisation ou en maintenance, en exploitation. Et ça peut être aussi bien des bâtiments, aujourd'hui on a 2 bâtiments, mais ça peut être aussi des infrastructures ou des aménagements. On a un partenariat très fort avec les SAUE et parfois on a des aménagements de centre-bourg et c'est tout aussi intéressant. Le dépôt de contribution est d'abord, l'idéal c'est que vous fassiez une intention, puis ensuite vous avez un PowerPoint, vous verrez tout à l'heure à remplir. On souhaite qu'à chaque fois il y ait la présence du maître d'ouvrage. Je crois qu'aujourd'hui c'est le cas. Les projets, ça dure une vingtaine de minutes de présentation et ensuite on se réserve le temps qu'il faut pour qu'on décortique avec vous tous ce projet. On fait une pause entre les 2 et on redémarre sur le 2e projet après une pause. Et les 2 projets font l'objet d'un reportage qui sont sur le site de Novabuild et le CAUE également. Ça se déroule normalement le 3e mardi de chaque mois, mais heureusement il y a toujours des exceptions comme dans la grammaire et l'orthographe française, donc aujourd'hui on est mercredi. On utilise le cadre de référence HQE, ça ne veut pas dire qu'il faut que les projets soient rentrés dans HQE, mais c'est en fait une grammaire, c'est une façon de lire un projet, et on a demandé donc aux porteurs de projets de rentrer dans les différentes... dans la roue que vous avez ici, et c'est aussi une façon de se l'approprier. Alors, nos experts sont désignés par les 3 partenaires qui co-organisent cet événement. Donc, on a Novabuild qui est un des co-organisateurs et nous avons Philippe Devy qui est expert. Si tu veux bien te présenter, Philippe, et nous dire ton parcours en 2 secondes. Avec le micro, c'est encore mieux. Ça fonctionne, oui, d'accord. Bon, Philippe Devy, donc moi j'ai une carrière d'ingénierie, je suis un ingénieur, génie civil au départ, mais j'ai une carrière d'ingénierie, j'ai fait beaucoup de construction de bâtiments collectifs tertiaires, industriels, agroalimentaires,
commerciaux, etc. Et aujourd'hui, j'ai une activité de consultant. Voilà, je suis en semi-activité, on va dire. Et donc l'expert de Novaville, notre idée c'était de prendre un jeune retraité pour permettre aussi à tout le monde de pouvoir présenter des candidatures et d'avoir un regard qui est dedans mais un peu extérieur encore. Alors on a aussi 2 représentants pour le CIE de la Sarthe, Gérard Frédéric et Olivier Trésorière. Vous voulez dire un petit mot? Après, alors je ne sais pas si vous êtes déjà essuyé les mains avant. Hop, 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 hop. Alors, Gérard Frédéric. Bonjour. Donc, moi je suis Gérard Frédéric, architecte au CIE. Donc, dans notre mission de sensibiliser, de former et de parler d'architecture, on a à cœur de mettre en valeur le travail de nos confrères libéraux, qui ont certes des très beaux bâtiments et qu'on souhaite parler, débattre et aussi faire visiter à d'autres élus qui ont envie de faire de l'architecture avec des nouveaux matériaux, la paille, l'isolation, etc. Voilà. Merci. Très bien. Et vous avez à vos côtés Olivier Trésorière qui, hop là. Merci. Bonjour, donc Olivier Trésorière, donc les mêmes missions que Gérard au CIE, architecte urbaniste, et donc voilà, expert pour le C positif d'aujourd'hui. Et donc le 3e partenaire, vous l'avez compris, puisqu'on utilise la méthode HQE, c'est HQE, et le représentant d'HQE, c'est William Matalou, qui est dans le train, qui a un peu de retard, qui a 20 minutes de retard même carrément. Donc il va arriver en cours, mais il a travaillé et confié ses notes à Philippe. Donc il interviendra un peu plus tard. La suite. Ben, on démarre tout de suite alors. Donc pour 20 minutes, vous faites en sorte que le temps de parole soit tenu. Je vous fais une alerte à moins 5 minutes, et puis après on échange avec la salle. À vous la parole. Vous avez le micro? Ah oui. Je préférerais pas le toucher, vous voulez bien. Alors, il faut pour pouvoir être filmé, être entre les 2 poteaux. Je suis Nicolas Maurice, atelier 2 architectes, Roman. Je vais vous présenter le projet de la Maison des Associations à Trangé, qui est un projet qui a démarré en 2017, qui s'est terminé l'année dernière, en 2019. C'est un projet à vocation associative et sportive, composé de 3 salles, 3 salles d'activité, donc sportives et activités associatives. La caractéristique de ce bâtiment, c'est que c'est un bâtiment basé sur une conception passive et qui est à énergie positive, avec une certification BEPO-CEF Énergie actuellement en cours. Donc le projet est porté par la commune de Trangé, donc avec M. Joigny ici présent, adjoint. La maîtrise d'œuvre était composée donc, de 2 architectes, LCA, donc un BET fluide et thermique qui est représenté ici par M. Beauvieux, BET structure Sigma, BET West Acoustique. Les entreprises du chantier ont été donc, Pôle VRD Trifo, Pôle Prosov le bâtiment. Pour la charpente, bardage bois, isolation par extérieur, charpente Cénomane, l'étanchéité digitalisée par SMAC, menuiserie, mur rideau, bois, entreprise Bourgneuf, plâtrerie, Papin, menuiserie intérieure, agencement Papin, Antoine, revêtement de sol et peinture Bouffray, CND pour le carrelage, l'harmonie pour la partie chauffage, ventilation, plomberie et CSC pour la partie électricité. Donc le bâtiment développe une surface de 614 mètres carrés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le programme c'est 3 salles associatives de différentes tailles, avec après des espaces sanitaires, tisaneries, vestiaires, locaux techniques et un hall, on verra tout à l'heure sur le plan. Le coût global c'est 1 243 000, c'est le coût final. La durée du chantier a duré 11 mois, donc a démarré en avril 2018 pour se terminer en mars 2019. Donc on a un retour d'un peu plus d'1 an sur ce projet-là.
passer. Ça c'est le premier critère, la qualité de vie. Je vais juste faire un petit résumé de la genèse du projet. Trangé, c'est une commune limitrophe du Mans qui fait partie de la communauté urbaine de la Mans Métropole. Plutôt bien située à côté de l'université et d'un échangeur autoroutier. C'est plutôt une commune, comme beaucoup de communes autour du Mans, plutôt dortoir, mais qui jouit d'une grande attractivité. D'ailleurs, ce projet fait partie d'un projet plus global de restructuration du centre-bourg, avec une nouvelle zone d'habitat et un déplacement des équipements sportifs après ce bâtiment-là. Du coup, ça devient un bâtiment fédérateur, c'était un peu l'idée qu'on avait, c'était vraiment puisqu'il est au centre de ce futur quartier composé d'un côté du centre-bourg jusqu'à cette salle d'habitat et de cette salle-là jusqu'à la limite communale, un équipement sportif. Donc il est vraiment sur une articulation urbaine et c'est le premier bâtiment de ce futur quartier. Il y avait l'idée, alors il y a deux idées principales. La première, c'est l'intégration paysagère de ce bâtiment-là. Le centre-bourg étant un peu plus surélevé par rapport au site, il y avait cette idée de vision depuis le centre-bourg, où il y a les commerces et l'école notamment, d'avoir un bâtiment qui reste, qui s'impose pas trop, contrairement au bâtiment qui est juste à côté, qui est la salle polyvalente, qui est assez dominante, mais d'avoir un bâtiment qui s'inscrive bien dans son site et qui vienne souligner par une toiture paysage l'écrin de verdure qu'il y a derrière, par notamment une forêt, un massif forestier qui est en limite commune. Donc c'est ce qu'on voit un peu sur cette image-là, on a une toiture dynamique qui forme un paysage. Cette toiture dynamique, elle est générée par le programme en fait. Donc chaque pan, vous avez pu voir sur la première image qu'on avait un dessin de cette toiture sur la façade sud. Voilà. Donc, chaque pan correspond en fait à une fonction du programme en dessous de la toiture. Donc, que ce soit sur cette façade-là, mais aussi sur les autres espaces. Et le deuxième point, c'était une conception bioclimatique. Alors, vous pouvez mettre le plan juste après, s'il vous plaît. Là, vous avez le plan du bâtiment. La conception bioclimatique, donc, qui passe par différents critères. Le premier, c'était la compacité. D'avoir un bâtiment compact. On est quasiment sur un plan carré. Il y a deux décrochés, donc il y a celui ici qui vient marquer l'entrée, le parvis d'entrée, avec un espace couvert. Et puis le biais qui est ici, qui correspond en fait au respect des surfaces programmes, tout simplement. La conception bioclimatique, après, c'était d'avoir des espaces plutôt tampons au nord. Donc le nord est à gauche, donc sur cette bande-là. On va avoir les vestiaires, les sanitaires, la tisanerie et les locaux techniques. On a ensuite un hall qui vient traverser l'ensemble du bâtiment. Cette traversée, elle est née du fait qu'on a d'un côté la zone d'habitat qui sera plutôt ici, et puis les équipements sportifs qui sont plutôt de l'autre côté du bâtiment. Donc c'était d'avoir un hall traversant, alors, qui permet de ramener de la lumière de chaque côté, mais aussi qui peut avoir une fonctionnalité traversante du hall, donc avec deux accès. Et puis on a ensuite les trois salles d'activité, de différentes tailles, avec différentes vocations, qui sont orientées plein sud, donc qui vont bénéficier des apports solaires, puisqu'on est complètement vitré sur toute cette façade-là, par un mur rideau en bois triple vitrage. Et puis entre les deux, on a des espaces tampons qui sont les rangements, qui ont un rôle fonctionnel mais aussi acoustique, du coup, entre le hall et les salles d'activité. Et puis on vient marquer chaque entrée de salle par des alcôves. Alors la position du bâtiment aussi, on avait un espace qui était relativement large. La position du bâtiment, elle a été calée par le fait qu'on avait une rangée d'arbres, on voit ici sur cette axonométrie,
On l'a décalé de manière à ne pas avoir de masque solaire en période hivernale. Donc il a un certain recul du coup pour bénéficier au maximum des apports solaires en hiver. Vous pouvez revenir avant. Voilà, donc après, bon, sur l'inertie thermique, donc on est sur une structure bois, béton sur les murs et une charpente bois. Donc l'idée c'était d'avoir une... alors le béton a été choisi pour l'inertie thermique et pour assurer une bonne étanchéité à l'air du bâtiment. Alors ce que j'ai pas précisé au début en fait c'est que effectivement l'objectif initial c'est d'avoir un bâtiment à énergie positive, c'était la demande du maître d'ouvrage. Notre logique c'était de faire d'abord un bâtiment passif pour arriver à minimiser le système photovoltaïque et arriver au bâtiment à énergie positive. Donc minimiser au maximum les besoins pour minimiser la surface de panneaux photovoltaïques. Donc du coup, la logique passive nous contraint à avoir une étanchéité à l'air qui est très très forte. D'où le béton, parce qu'il nous assure, nous garantit une étanchéité à l'air assez parfaite. Le confort d'été, puisqu'on a un mur rideau qui est plein sud, c'était d'avoir une protection solaire extérieure par des rideaux qui descendent, qui sont automatisés suivant les saisons et suivant le temps. Le confort visuel, donc j'en ai un peu parlé tout à l'heure, avec le hall traversant, les stores extérieurs et puis des apports généreux. Vous pouvez voir cette image-là, donc une image d'une salle avec le mur rideau qui ramène une lumière assez généreuse dans le bâtiment. Sur le critère du respect de l'environnement. Je vous ai parlé tout à l'heure de la conception passive, donc c'est un bâtiment qui a été calculé sur le PHPP. Alors moi je suis concepteur européen Passive House également, donc vous êtes architecte. Donc j'ai la pratique du PHPP donc, qui permet de rentrer le bâtiment sur ce type de logiciel, qui est le seul logiciel aujourd'hui pour calculer un bâtiment passif. Le résultat, c'est un besoin de chauffage qui est inférieur à 11 kWh par mètre 40, donc le critère du passif c'est 15 kWh. Une étanchéité à l'air qui est quasi parfaite, hein, puisqu'on est sur des critères qui sont 5 à 6 fois meilleurs que la RT 2012. Sur les énergies renouvelables, je vais peut-être vous laisser la parole, monsieur Moulu. Vous voulez bien vous déployer les mains? Bonjour à tous, monsieur Moulu, société RSA, donc bureau d'études. Si vous voulez bien mettre le micro plus près de la fluide, thermique et électricité. Donc je reprends la main sur la partie énergie renouvelable. Alors, le projet s'inscrit dans une démarche de labellisation BEPOS. Donc le critère, le label nous impose, en tout cas nous oriente vers des systèmes énergétiques plus ou moins définis. Sur ce projet, nous sommes partis sur une chaufferie bois, donc on a fait des études comparatives de solutions, de chauffage, etc. Et la solution chaufferie bois qui est valorisée, elle, dans le critère du label BEPOS, s'est imposée en choix rationnel et puis en choix aussi d'énergie renouvelable, de critères aussi sur cette partie. Le poumon, ce qui peut faire office du poumon sur ce bâtiment est assuré par une CTA double flux à haut rendement qui elle diffuse diffuse de l'air en tout cas pré-mélangé, pré-réchauffé dans le bâtiment. Et puis la partie création d'énergie, la partie vraiment là où on va chercher la production d'énergie est assurée par 78 panneaux photovoltaïques installés sur la toiture en suivant les pentes, justement la première pente de la salle d'activité numéro 2. Donc 78 panneaux de 290 watts qui permettent justement de venir produire des kilowattheures et justement faire passer le bâtiment en énergie positive. Voilà pour la
Ensuite, concernant les matériaux biosourcés qu'on a utilisés sur le bâtiment, donc on a une isolation par l'extérieur, qui est en laine de bois, on a 2 x 100 mm. Un bardage bois, alors qui est sur des lames assez larges, à claire-voie, et une charpente bois également, on a mis les collets. Et les menuiseries sont toutes en bois également, donc on a des simples menuiseries sur la façade ouest, qui sont des menuiseries bois à lu. Et là, toute la façade sud que vous avez vue tout à l'heure est en mûri de bois, sachant que l'ensemble des menuiseries du bâtiment sont en triple vitrage. Et après, sur les revêtements intérieurs, on a donc des peintures sans COV et puis des sols en lino pour les salles. Il vous reste 5 minutes. Ouais. Il y a eu un travail sur la gestion des eaux pluviales, donc effectivement on a cette toiture végétalisée, donc c'était un premier point. On a travaillé aussi sur des stationnements qui étaient en RB, et puis on a une gestion à la parcelle, puisqu'en fait on n'a aucun rejet sur le réseau. Et donc on a tout un travail de bassin qui est sur l'ensemble du site sportif derrière, donc qui est un traitement paysager qui a été fait par une paysagiste. Management responsable, donc il y a 3 points. Donc, le premier, ça a été la concertation tout au long du projet. Donc peut-être que M. Joigny pourra en parler plus tard. Donc, sur le choix de l'équipe de maîtrise d'œuvre, où le CIE a été associé, également le Pays du Mans. Donc il y a eu un choix concerté sur l'équipe. Je crois que vous avez eu 65 candidatures. Oui. 49. On a eu ensuite, pendant la phase de conception, des échanges avec les futurs utilisateurs, donc les encadrants des associations. Et il y a eu également des visites de chantier par ces mêmes personnes, par le CIE également. L'aspect pédagogie aussi, puisqu'on était sur un projet assez particulier pour les entreprises notamment, donc il a fallu les encadrer un peu sur les critères notamment d'étanchéité à l'air et les ponts thermiques, puisque sur un bâtiment passif, on ne peut pas avoir de pont thermique. Donc c'est les photos qui sont mises ici, donc avec toutes les liaisons, notamment au niveau des fondations, le passage sous les longrines, on a une vraie continuité de l'isolation. Donc ce qui a été intéressant, c'est que les entreprises se sont pris au jeu et ont vraiment intégré tout ça et ont plutôt bien travaillé sur ce projet-là. Après, c'était l'anticipation, donc il y a eu ce travail avec la paysagiste qui est arrivé après ce projet-là, donc sur toute la partie des équipements sportifs qui sont derrière et l'intégration du bassin de rétention notamment. Et puis le dimensionnement de la chaufferie qui s'est fait en fonction aussi d'une future mutualisation avec la possibilité de ramener un vestiaire pour le futur salle de foot. Performance économique et sociale, donc on est sur un projet à coût maîtrisé puisque la phase programme précisait un coût de 1 273 000. En phase conception, on est arrivé, nous on s'est engagé sur un coût de 1 278 000. À l'appel d'offres, on s'est sorti 1 280 000 et après négociation 1 234 000 pour une livraison finale 1 243 000. On a un rapport qualité-performance-prix du bâtiment qui est plutôt intéressant puisqu'on est sur 2 000 € hors taxe du mètre carré, sachant qu'on est sur un bâtiment qui est passif, à énergie positive et qui a des matériaux biosourcés avec une qualité de matériaux. Des coûts de fonctionnement réduits puisque on arrive à moins de 5 € du mètre carré par an pour la partie énergie. Donc ça c'est vraiment sur les consommations réelles du mètre d'ouvrage après un an d'utilisation qui sont même plus optimistes que les calculs théoriques qu'on peut être fait en phase conception. Et puis un bâtiment démonstrateur puisque il y a eu des visites du bâtiment. Et puis la presse aussi, avec des articles de presse de ce bâtiment. Et donc la conclusion. La conclusion, donc c'est en fait une conception passive efficace pour avoir un objectif énergie positive optimisé. Parce qu'on aurait pu partir sur comme on peut le voir par ailleurs, un bâtiment à énergie positive qui a une conception lambda. On va mettre peut-être plus de panneaux solaires, mais on va arriver aussi à un bâtiment à énergie positive. L'idée, c'était pas ça, c'était d'avoir vraiment une conception efficace, performante,
pour minimiser l'installation de panneaux photovoltaïques. Donc c'est un coût moindre pour le maître d'ouvrage, mais c'est aussi un coût moindre pour l'environnement. L'enseignement, les enseignements, c'est que là on était parti donc sur une labellisation BPOC Finergie qu'on a trouvé un peu complexe, un peu trop administrative. Je pense qu'une labellisation passive à hausse aurait été plus efficace et plus juste par rapport au projet. Et puis je pense sur ce type de bâtiment, comme ça reste des bâtiments un peu expérimentaux, c'est important d'avoir une mission de suivi derrière de vie du bâtiment. Donc avec Monsieur Mauvieux, on assiste toujours le maître d'ouvrage dans le suivi du bâtiment, mais voilà, c'est une vraie mission à prendre en compte sur ce type de projet. Merci beaucoup. Si vous voulez passer cette slide-là, la suivante. Ah oui, on n'a pas une slide avec les débats. Non, alors c'est... ou alors, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu en arrière et vous mettre sur une des slides? Peut-être la dernière, voilà, très bien. Philippe, donc la semaine dernière, nos 3 membres du jury, donc qui sont 4 cette fois-ci, c'est comme les 3 mousquetaires, ont délibéré, travaillé, et ils ont étudié, examiné ce projet. Globalement déjà, alors, on est plutôt sous forme de questions plutôt que d'avis. Qu'est-ce que tu aurais comme questions complémentaires? Et il ne faut pas oublier, donc on a toute une équipe. Est-ce que vous pouvez renommer toute l'équipe qui est avec vous aujourd'hui pour savoir qui peut répondre? Alors vous avez M. Mauvieux qui est le bureau d'études thermiques et fluides, LCA. D'accord. Et M. Joigny, adjoint à maîtrise d'ouvrage. Parfait. Oui, eh bien, merci pour cette présentation. Et c'est vrai que le dossier que vous nous avez remis, aussi bien la présentation qui est faite aujourd'hui que les documents qui l'accompagnaient, nous ont permis effectivement d'avoir un regard complet, je dirais, puisque vous aviez adjoint toutes les notes de calcul, tout ce qui était aspect technique. Et c'est vrai que vous arrivez aujourd'hui avec un ouvrage, sans aller à la conclusion d'abord, je pense que effectivement vous êtes sur un bâtiment passif avec BPOC et Finergie, vous avez une étanchéité à l'air qui est correcte, avec effectivement des matériaux qui sont utilisés là où ils doivent être utilisés, c'est-à-dire que vous avez le béton qui permet d'avoir de l'inertie, et puis vous avez une façade de temps entièrement vitrée qui permet d'avoir une ouverture sur l'extérieur. Alors pour compléter un petit peu ce que vous avez dit, la présentation que vous en avez faite, on s'est demandé dans la présentation, dans l'analyse du dossier, pourquoi vous n'aviez pas mis une casquette. Alors peut-être que c'est un élément architectural, ça aurait peut-être évité tout ou partie des stores, dont on a vu que finalement dans l'utilisation, puisque vous aviez aussi joint les fiches d'utilisation du bâtiment, qu'il y avait quelques petits problèmes techniques de fonctionnement des stores, au moins pour la première année de vie du bâtiment. Et je dois dire que le jury est un peu inquiet, il s'est dit sur le long terme des stores, dans une maison des associations avec beaucoup d'utilisateurs, est-ce que c'était pas un peu risqué? Donc la casquette était peut-être le moyen d'éviter ça. Donc, voilà, donc peut-être vous pouvez répondre maintenant. Ouais, je peux répondre. Alors effectivement, c'est... La casquette, c'est un élément architectural, donc il y a une notion esthétique, je ne trouvais pas forcément adapté au projet. Après, je ne suis pas convaincu par l'efficacité à 100% d'une casquette, puisqu'elle ne fonctionne finalement que sur un certain degré du soleil, de la position du soleil. Donc, elle n'a pas un fonctionnement optimal, en tout cas, pour une protection solaire. Donc elle marche à un moment donné dans la journée, à une telle saison. C'est pas optimum et du coup ça ne nous garantit pas d'avoir un confort d'été qui soit optimal. Après sur le fonctionnement, alors effectivement on a eu quelques soucis au début là, qui semblent résolus. Alors après sur le fonctionnement, c'est complètement automatisé, c'est-à-dire que normalement les utilisateurs n'ont pas à y toucher. Quand il y a du soleil en hiver, les stores doivent être montés.
En été, il se baisse automatiquement. S'il fait nuageux, il reste ouvert. Donc il n'y a pas de multi-usagers qui Ils n'ont pas, l'autre qui dit pas à non. toucher. Alors ils peuvent chanter parce que suivant une utilisation ponctuelle, ils peuvent avoir besoin de fermer ou de remonter. Mais ça ne l'aurait pas donné systématiquement. Une autre question, Philippe. Une autre question qui concerne peut-être la maîtrise d'ouvrage, puisqu'on a maintenant 1 an de vie du bâtiment. Donc, qu'est-ce qu'on peut particulièrement en dire? Est-ce que les résultats qui sont annoncés en termes de consommation, par exemple, sont ceux qui ont été constatés? Qu'est-ce qu'on peut dire du bâtiment 1 an après sa livraison? Voilà, c'est plutôt ce genre de questions. Et comment est-il intégré par les différentes associations? Comment ça fonctionne? On a parlé aussi d'éléments formateurs et vis-à-vis des associations, oui, ou des entreprises ou autres. Comment tout ça vit maintenant 1 an après? Voilà un peu la question de manière générale qu'on peut se poser. Bonjour à tous. Donc, je tiens à excuser Monsieur le maire déjà, vous ne pouvez pas être là. Donc nous, le retour des entreprises, des associations, c'est une très bonne utilisation. Donc les salles sont bien mutualisées. Donc l'organisation entre elles, ça se passe très très bien. Donc c'était très attendu. D'ailleurs, quand on a travaillé avec le CAUE, on a associé dès le départ les associations. Donc si vous voulez, pour une petite anecdote, on leur a demandé ce qu'ils voulaient au départ, les associations. Donc, on arrivait à un bâtiment de 1300 mètres carrés. Donc, on est comme une commune. Chacun a additionné ce qu'il voulait, quoi. Voilà, et ça, plus ça, plus ça. Donc, comme on est une commune pas très riche, donc on a essayé de les raisonner, puis de mutualiser justement les salles, puisqu'on voulait plusieurs salles. Et donc, on est arrivé à un bâtiment de 600 mètres carrés. Et donc, on voit aujourd'hui que ça vit bien, parce qu'on a tout un programme, on a réussi à échafauder un planning, et donc qui est très très bien respecté, et qui est une utilisation toute la journée en fait. Donc on arrive avec adultes, enfants, le soir ceux qui travaillent évidemment, mais on arrive à l'utiliser toute la journée, quoi. Sauf le dimanche, mais encore le dimanche il y a des matchs de tennis de table. Donc pour nous c'est un bâtiment qui va au-delà de nos espérances. Quasiment 7 sur 7. Ah oui, tout à fait, exactement. Et sur le confort cet été, les quelques jours de canicule qu'on a eu, comment est-ce qu'on était à l'intérieur de ce bâtiment? On était bien, c'est-à-dire que on était très bien même, mais comme M. Maurice l'a dit, on a eu des petits soucis avec les stores, mais maintenant c'est résolu. Donc je pense que l'année prochaine, ça devrait bien se passer. Mais je voyais quand on commençait à faire les jours qui commençaient à faire plus frais, là, on sent tout de suite sans chauffage. La salle est vraiment agréable tout de suite. Très très bon confort. Là. Ça c'est ce qu'on sent dans du passif immédiatement. Oui, tout à fait. Alors on a William Attalou qui nous a de Nantes. Désolé de pas eu du retard. Juste quelques mots, c'est un très bel ouvrage qu'on m'a indiqué, qui est intégré dans son paysage. Est-ce que tu peux te présenter en même temps? Ne reculez pas, monsieur. William Attalou, je travaille chez Ideal Designer, je suis responsable d'agence d'AI Environnement de Nantes, et je représente l'Alliance HQE. Justement, un très bel ouvrage qui s'intègre dans son paysage, dans son environnement, un projet qui travaille sur l'empreinte environnementale, plus près du passif, approche thermique, l'incorporation de matériaux biosourcés, de travailler la compacité, enfin, vraiment quelque chose de très performant dans son usage, dans l'exploitation, dans le confort. Je voudrais juste revenir sur des sujets d'actualité, la future réglementation environnementale de 2020 qui va arriver dans les prochains mois. Par rapport à ça, est-ce que vous avez fait une analyse de cycle de vie, une ACV, sur l'opération pour se rendre compte finalement du niveau atteint sur ce type d'opération qui est à la fois passif, qui est à la fois BEPOS, qui maîtrise sa compacité sur l'énergie, qui intègre aussi du bois à la fois dans sa façade, de l'isolation aussi en laine de bois, donc il y a aussi un aspect biosourcé en aménagement intérieur. Voilà, pour faire un retour d'expérience en fait sur ce type d'ouvrage, à ce budget-là, cette complexité-là, est-ce qu'on arrive aussi du coup à des performances pour préparer ces futures règlements. Donc la future réglementation intègre un élément carbone. Deux volets, la partie énergétique et la partie carbone, exactement. Oui, alors on a fait effectivement une ACV
puisqu'elle est demandée en fait dans le label Safe Energy. Donc je ne vais peut-être pas joint, je ne sais plus, dans le dossier. Donc il y a une ACV effectivement qui a été faite, alors étonnamment qui n'est pas très positive. C'est intéressant à ce moment-là de creuser, parce que intuitivement on se dirait vous êtes au top au niveau. Alors qu'est-ce qui en fait c'est l'étanchéité qui était de la toiture qui a été assez préjudiciable au résultat en fait. Donc on est sur une étanchéité bitumineuse en fait. L'étanchéité bitumineuse. Oui, et donc ça qui fait chuter le résultat. D'accord. Et l'alternative, ça aurait été quoi si on avait voulu avoir un meilleur résultat? Probablement de PDM, je pense. C'est quoi ça? C'est une membrane qui fait à base de... C'est pas trop. Est-ce que certains imaginent qu'il y aurait eu une autre alternative pour arriver à des niveaux carbone intéressants? Non, je pense que aussi, après c'est pareil, au moment où elle a été faite, la CD, je ne sais pas si elle a été faite en conception, elle a été faite en réalisation. Elle a été faite en conception. En conception, on a fait le projet. Donc, voilà, donc la base de données a évolué entre temps, ça va donner une IS, donc c'est des fiches de délégation environnementale et sanitaire. Donc c'est vrai que déjà il y a une révolution entre une ACV qui a pu être faite en 2016 et celle qui aurait été faite là en 2019, qui n'a pas forcément lieu d'être comparée. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est difficile. Ça aurait été intéressant d'en faire une à livraison sur voilà, on a les quantitatifs, le choix fin des matériaux associés à des FDES, et là on aurait pu avoir vraiment une vérification de l'état de ce projet, parce qu'au vu du projet, il répond à minima au niveau C1, et certainement au niveau E3, parce qu'il y a le BPOS dedans, donc ça aurait été intéressant de voir jusqu'où on allait, et voir un peu justement en termes de l'eau, mode constructif, qui a pu jouer aussi, la compacité, voilà, qu'on puisse réduire l'empreinte carbone, quoi. Pour ceux qui n'ont pas complètement en tête, la future réglementation a été testée avec un label qui s'appelait E+, C-. Le E pour énergie, en fait, c'est la poursuite de la RT 2012, avec une autre vision, avec une graduation. Et le C pour carbone. Donc E3, ça veut dire qu'effectivement on atteint un niveau BPOS. Et le C1, c'est déjà une première marche. Et peut-être avec quelques modifications, il aurait pu atteindre le C2 relativement facilement. Donc, alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle, que ce soit technique, sur les usages, sur l'implantation? Qu'est-ce qu'il y aurait comme... Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Monsieur, alors je vais me rapprocher avec le micro, je vais vous le... Alors bonjour, Nicolas Odoff, isolant paille. Je suis intéressé par le taux d'occupation l'été et du coup de connaître aussi les facteurs solaires des vitrages. Est-ce que ça a été calculé en fonction? Si sur le passif vous avez des conforts qui ont été associés aux facteurs solaires des vitrages? Comme il y a beaucoup de vitrages, vous cherchez votre aide-mémoire. Si. Est-ce que certains ont en mémoire dans le dossier, non? Non, mais pas de mémoire. Alors, William, pendant que je cherche. Je ne veux pas parler au nom de l'architecte, mais ce que j'ai compris, c'est qu'on est parti sur du triple vitrage. Je suppose qu'on est parti soit sur des vitrages type 70-40 ou même plus bas, en fonction de l'orientation des façades, pour intégrer justement le facteur solaire. Le facteur solaire est pris en compte, effectivement. L'occupation l'été, il n'y en a pas en fait. Sur juillet et août, le bâtiment n'est pas occupé. Mais ça redémarre fin août. C'est une année scolaire en fait. Donc il peut faire encore chaud fin août. Et tout le mois de septembre maintenant. Les stores jouent une grosse importance, parce que effectivement, je me rappelle de l'inauguration qu'on avait faite, qui était un 30 août, 6 mois après la livraison, et les stores n'étaient pas opérationnels en fait, et il faisait très très chaud dans le bâtiment. La masse des gens qui étaient présents en plus faisait monter la température, plus les apports solaires, donc il faisait un peu chaud, mais il ne faisait pas si chaud que ça pour un bâtiment qui n'avait pas de protection solaire. Parce qu'on avait cette inertie aussi, cette inertie thermique. Alors un complément pour compléter le propos sur justement le confort d'été plus près de la bouche et le fait d'avoir mis ou non une cascade solaire, on a réalisé une simulation thermique dynamique sur ce projet, donc, sur les 3 plus grandes salles,
qui permet justement de démontrer une montée en température supérieure à 28 degrés, inférieure à 2% du temps d'exploitation du bâtiment. Donc ça permet d'argumenter justement auprès de la collectivité en disant voilà, le projet respecte le confort d'été et évite l'installation d'une cascade solaire. Voilà, ça permet d'argumenter en tout cas au niveau de ces choix. Donc il est bien évident qu'on prend en compte les facteurs solaires des menuiseries et puis l'occupation du bâtiment, la réflexion aussi des matériaux, etc. Tout est calculé en tout cas au niveau dynamique et thermique. Alors peut-être une question pour la mairie. Moi je me demandais sur l'implantation, qu'est-ce qu'il y avait là avant? Est-ce que c'était un champ? Est-ce que l'idée c'est une urbanisation qui va arriver demain? Est-ce que c'est comme disent les urbanistes, un magnet pour une future urbanisation, ou est-ce que ça va rester isolé? Là, quand on voit la photo, on se demande un petit peu comment c'est intégré dans la commune. Comme l'a expliqué M. Maurice, ici, si vous voulez, il y a l'ancien terrain de foot, et on va faire, une zone pavillonnaire, il y aura plein d'habitations. Donc le terrain de foot va être ici, là, au nord de la salle, et derrière ici, on a déjà un city-stade et puis une glisse universelle. Une glisse universelle, c'est un genre de pump track, mais tout enrobé, quoi. Donc tout ça c'est la zone en fait avec une autre salle qu'on a ici, la salle Gaston Langevin, qui sert plutôt de location pour les particuliers et puis pour la mairie aussi bien sûr. Et donc tout cet ensemble là c'est sportif et puis loisir. Donc c'est un bel ensemble qui s'intègre bien en plus et qui va bien avec, comme disait M. Maurice, la salle articule en fait entre les habitations et puis la zone loisirs et sport. Très bien. Alors si vous voulez bien vous présenter. Bon là, vous avez évoqué une zone pavillonnaire future. Est-ce que vous aurez les mêmes exigences énergétiques pour ce futur lotissement? Est-ce qu'il y a un règlement un peu particulier pour cette zone pavillonnaire? Oui, déjà, oui, parce qu'on travaille avec Nexity, on a une zone d'aménagement concerté. Donc on met le point aussi, l'accent sur la partie énergie. Est-ce que vous demandez des maisons passives par exemple? Maisons passives, pour ce quartier-là, si vous voulez, j'ai dit pavillonnaire. Ce ne sera pas pavillonnaire, ce sera des maisons accolées. Donc qui dit accolées, normalement déjà, il y a moins de perte d'énergie. Donc on essaiera de faire un écoquartier, donc avec, on espère, un petit concours d'architecte. En fait. Donc, et on mettra l'accent évidemment sur le côté énergie. Très bien. Sur la concertation, je ne sais pas si on a suffisamment approfondi. Une des questions qu'on s'est posées en préparant, c'est qu'il y a eu un grand travail de fait, même en amont, pendant la partie programmation. Qui est-ce qui a payé ce temps de concertation? Est-ce que c'était interne à la commune? Est-ce que vous avez pris quelqu'un qui l'a fait et vous l'avez payé? Ou est-ce que c'est ensuite l'architecte qui l'a fait sur son mandat? Comment est-ce que ça s'est passé, ça? Comme je vous l'ai dit, au départ, on a travaillé avec le SAIE, donc une convention avec le SAIE, donc en association avec les assos. Et après, quand l'architecte a été nommé, évidemment, un travail de l'architecte, mais aussi toujours en gardant les associations. Donc, c'était compris dans la prestation. Et pas de mauvaise surprise, côté architecte, en général, on sous-dimensionne le temps qu'on passe dans la concertation. Non, ça a été raisonnable. On a fait deux réunions. Ah oui, d'accord. Sur la phase conception. Non, c'est du temps en plus, effectivement. Et à réception, il y a des réunions spécifiques aussi pour accompagner les utilisateurs. J'ai vu qu'il y avait un carnet de vie qui a été livré à réception. Du coup, il y a eu aussi, je suppose, des formations ou des sensibilisations pour bien utiliser justement la protection solaire et puis la technique du bâtiment. Alors, il n'y a pas forcément. Nous, on n'a pas eu d'échange forcément avec les utilisateurs à la livraison, pour le coup. Je ne sais pas si de votre côté. C'est un regret, ça, par exemple, typiquement, quand on concevait, on se faisait le bâtiment. C'est vrai que le dernier geste, finalement, c'est d'accompagner à l'utilisation de l'ouvrage. Ouais, oui, ça aurait été intéressant, je pense, mais je pense qu'il y a une bonne utilisation quand même du bâtiment in fine, donc
pense qu'il y a eu quand même de la part de la maîtrise d'ouvrage un accompagnement. Voilà, donc moi, on a communiqué auprès des associations, et donc pour la partie rideau, et la partie vie à l'intérieur, donc on les a sensibilisés à la partie, comment je veux dire, eux ils voulaient ouvrir, quand ils ont chaud, ils veulent ouvrir les portes. On a dit non, n'ouvrez pas les portes, vous laissez, ça se gère automatiquement, quoi. Donc ça c'était un travail aussi à faire en interne. C'est une nécessité. C'est une nécessité d'accompagner. Oui. Alors, le CIE qui veut nous dire quelque chose aussi, puisque apparemment vous aviez un mandat pour agir aux côtés de la commune. Une convention avec la collectivité de Trangé. Donc notre travail, c'est faire la... Est-ce que... je ne sais pas si vous pouvez vous approcher pour qu'on vous voit, mais bon, c'est pas grave. Ah oui. J'ai essayé de sourire. Donc il y a une phase importante, c'est la pré-programmation, de travailler avec les élus sur le programme, de bien cerner les besoins, de voir aussi l'implantation du bâtiment, de ne pas dessiner, mais de voir un peu les interactions que le bâtiment peut avoir avec le paysage, le bâti. On a un bâtiment qui est un peu au milieu, entre guillemets, de nulle part, mais ça va s'urbaniser petit à petit. Et ce qui est intéressant dans ce bâtiment, c'est quand on regarde la découpe des frondaisons qu'il y a plus loin, on la retrouve aussi dans la toiture. Donc il y a toujours un lien. Ce qui est important aussi, c'est de trouver aussi des espaces publics qui soient de qualité. Que ce soit fait pas après, mais que ce soit fait dans la réflexion d'ensemble. Et dans toute cette réflexion, c'est important aussi, ce qu'on a à cœur, c'est de proposer à la maîtrise d'ouvrage, enfin à la maîtrise d'ouvrage avec, lorsque les archives sont auditionnées, pour trouver lequel répondra le mieux, de présenter un projet, enfin pas un projet, une pré-programmation où il y a le maximum de réflexion qui a été faite. Après, l'archive, quand il est missionné, il va encore beaucoup plus loin. Nous, on ne décide pas, mais on essaie de bien cerner les besoins. Et ça permet aussi aux architectes de voir qu'en face, il y a une équipe de maîtrise d'ouvrage qui est pleinement investie de son projet. Parfois, on fait visiter d'autres bâtiments similaires pour voir l'isolation, l'acoustique, l'intégration, les matériaux, la pérennité, le revêtement de sol, l'intérieur, extérieur, etc. Et donc ce bâtiment, vous avez commencé à le faire visiter pour d'autres projets? Alors, moi j'ai fait que la seconde partie, j'ai aidé les élus pour mettre en place avec la sélection de l'équipe d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre, mais c'est mon confrère qui l'a fait avant. Alors je ne sais pas si Jean-Jacques a fait visiter des bâtiments ou pas, je ne sais pas si monsieur le maire... Mais ce bâtiment-là, maintenant, vous l'utilisez comme référence et vous le faites visiter à d'autres communes? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on aime bien faire visiter des bâtiments à l'équipe de futurs élus, pour voir un peu, c'est pas de faire un copier-coller d'une salle associative, mais de regarder comment les contraintes... Et qu'est-ce que vous mettez en avant là en ce moment? Je crois que vous avez eu une visite la semaine dernière, qu'est-ce que vous mettez en avant quand vous le faites visiter en ce moment? Tout. C'est l'insertion des bâtiments, la qualité des espaces publics, comment l'acoustique a été traitée, comment l'isolation a été traitée. Et donc ça permet aussi, dans toute cette programmation, d'avoir une équipe de maîtrise d'ouvrage qui est pleinement investie de son projet. Vous faites un accompagnement de combien de communes par an je ne sais pas, je n'ai pas le marre des chiffres. Tout confondu, paysage, urbain, archi, on est sur une 60aine d'études avec une finalisation de 30 dossiers par an. Vous parlez d'acoustique, on n'a pas beaucoup parlé d'acoustique, est-ce qu'on peut approfondir un tout petit peu là-dessus? Moi, ce que j'ai vu dans le dossier, c'est que c'est rare dans les maisons des associations que l'acoustique soit vraiment traitée. Quel travail vous avez fait de particulier, et puis après, quel ressenti, quel confort ressentent les usagers? Alors, sur la partie hall, déjà, on a tout un plafond qui est en bois, à claire-voie, qui permet d'absorber en fait les différents sons du hall. Donc ça permet d'avoir déjà un hall qui est confortable. On vous avez vu sur le plan aussi qu'on avait un plan du hall qui est pas rectangulaire, donc à des angles biaisés, donc qui permet aussi d'avoir une meilleure réflexion des sons. Sur les salles, donc là il y avait un point de vigilance à avoir une bonne acoustique entre les salles. Donc elle a été pleinement exprimée par les associations. Donc c'est pour ça qu'on est parti aussi sur des murs en béton en refend. Et puis on a un traitement... Le béton, c'était pas que pour l'inertie, c'était aussi pour l'acoustique. Oui, il y a plusieurs rôles en fait, étanchéité à l'air, acoustique et inertie. On a... alors le support d'étanchéité est un bac perforé.
Donc on a un complexe de toiture avec double bac. Donc on a un bac perforé, un isolant acoustique, et le support de l'autre, du deuxième bac, le support pour l'étanchéité. Donc ça c'est dans les 3 salles. Et dans la grande salle, qui demande un peu plus d'exigence, on a des panneaux muraux en fibralite pour l'absorption. Est-ce qu'on peut faire le déroulé? Des photos, bien sûr, c'est ce qu'il fallait faire depuis le début. Mais on parle de bâtiment, mais aussi d'intérieur, voilà. La qualité spatiale, la lumière. On a des photos, mais on les laissera pendant la pause. Vous avez une question, monsieur? Bonjour, Nicolas Robert de Tribu, bureau d'études qualité environnementale. Je me posais la question, je reviens sur le confort d'été. Est-ce qu'il y a une stratégie particulière qui a été mise en œuvre sur la surventilation, qu'elle soit naturelle ou mécanique? La nuit, en plus, quand on est beaucoup en rez-de-chaussée comme ça, c'est un peu compliqué de faire de la surventilation. La CTA justement permet de programmer une surventilation, ce qu'on appelle le free cooling. Pour l'instant, il n'y a pas eu de besoin. C'est-à-dire que le bâtiment se comporte plutôt correctement sur le confort d'été. Mais c'est un élément qu'on peut mettre en place via la CTA, via la centrale de Peugeot. Vous avez la réponse à votre question? C'est suffisant? Et de toute façon, les fenêtres, on les ouvre pas. Donc c'est uniquement... Les fenêtres, on évite au maximum de les ouvrir, que ce soit l'été ou l'hiver, pour justement garder la fraîcheur et puis garder la chaleur dans le bâtiment. Alors on a une question là. Bonjour. Bonjour. Commune de Jupy, vous avez parlé du surdimensionnement de la chaufferie. Vous pouvez nous en dire plus? Donc chaufferie bois qui intègre au bâtiment. Oui. En effet, le programme, il y a un programme s'inscrivait avec à la suite d'un deuxième programme pour la collectivité, qui est la création de vestiaires de foot dans un second temps. Donc l'idée c'était de mutualiser cette chaufferie bois, cette chaudière en tout cas granulée, enfin la chaufferie, de pouvoir C'est des granulés, c'est pas des plaquettes, hein. Ce sont des granulés de bois, oui, d'accord. Donc de se servir de ce local de chaufferie pour pouvoir ensuite alimenter ce futur bâtiment. Donc on a anticipé avec la création, la mise en place d'un fourreau d'alimentation future. Et ensuite la chaudière, en fait la chaudière est modulante, donc c'est une 32 kW. On peut très bien demain la passer à 50, 60 kW. Donc il y a un petit réseau de chaleur qui va se mettre en place. Avec un réseau de chaleur vers l'extérieur. Vous avez été accompagné par l'ADEME et ou par Atlanbois pour réaliser cette partie-là? Le dimensionnement, non. Non. D'accord. En interne. Okay. Sur le bois, en structure, il y avait des questions qui se posaient. William, tu veux... Non, mais effectivement, moi c'était plus s'interroger aussi du coup des essences de bois et la provenance du bois, parce qu'on peut avoir une réflexion aussi sur la provenance du bois français. C'est Charpente Cénomane qui... Ouais, c'est Charpente Cénomane. Bon, ça ne va pas vous plaire parce que c'est du Mélèze. Alors il vient d'où ce Mélèze-là? Mélèze, il vient de Sibérie. De Sibérie, d'accord. Et ça, dans le calcul carbone, ça n'existe pas encore puisque c'est une moyenne. Hein. Ouais, je pense que c'était pas rentré. Alors, voilà, maintenant il y a des fiches, dans juste un bois, il y a un configurateur qui s'appelle Debois qui permet de faire des fiches portées sur la FDES portées au bois, et maintenant il y a des FDES sur le bois français. Par exemple, à proximité, il y a Pifto par exemple, il y a des FDES maintenant dédiés sur des produits français, l'union sur bois, les panneaux saletés, enfin voilà, un certain nombre de... Ce qui permet de réduire. Pourquoi? Parce que quand on va chercher en Sibérie, on n'a rien contre la Sibérie, mais il y a un peu plus de transport. Et donc, ça va rentrer dans le poids carbone du matériau qu'on aura... Juste une interrogation. Alors, ça c'est le bardage. Hein. C'est pas la structure pour le coup. En volume, c'est pas énorme en fait le bardage. Alors, c'est des grosses sections quand même. D'accord. On est sur les plus gros, ils font peut-être 15 cm. C'est des lames de 15 cm par 5 de large. Donc, ça c'est les plus grosses. Il y a trois lames différentes en fait. Donc, il y a un rythme en fait sur les façades. Voilà. Alors, le choix du Mélèze, c'est purement esthétique en fait. Et alors même si on a du Mélèze en France, pour l'avoir mis sur d'autres projets, c'est pas du tout le même en fait. Le Mélèze français, on a du Mélèze par exemple dans le Calvados, qui est assez proche pour le coup. On a un bilan carbone qui est plutôt efficace, mais qui ne ressemble en rien à du Mélèze. Donc, il se rapproche plutôt d'un Douglas. Donc il va noircir beaucoup plus en fait. Ouais, il va foncer plus vite. L'avantage du Mélèze, c'est qu'il a tendance à grisailler plus lentement. En même temps que plus lent.
c'est plutôt par rapport à ça. Alors c'est un coût un peu plus important que du Douglas. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui on a fait beaucoup de projets nous en Mélèze. Aujourd'hui on fait quelques projets en Douglas, plus pour des raisons de coût, donc ils ne sont pas forcément sur un choix esthétique. Alors ça c'est le bois qui se voit à l'extérieur et à l'intérieur en structure. En structure on est sur du lamellé collé. Qui vient d'où? Je pense qu'il vient de France. Pour le coup. Et vous savez pas quel est le lamelliste qui avait été choisi? Non, ça je sais. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs entreprises de lamellé collé dans l'Ouest, donc vraisemblablement ça vient de ces entreprises-là. Ok. J'avais juste une dernière interrogation, ça a peut-être été abordé juste avant. C'est une opération qui a eu un certain nombre de subventions, effectivement. Du coup, de quel type finalement? Est-ce que ces subventions peuvent être réitérées pour d'autres maîtres d'ouvrage qui souhaiteraient aussi aller dans la performance, justement le principe de cause, les matériaux sourcés, qui a pu finalement jouer dans la balance pour avoir une opération qui est pertinente? En fait, ta question c'est la reproductibilité. Est-ce qu'on peut recommencer la même chose? Est-ce que, parce que finalement, des fois, les subventions, les maîtres d'ouvrage, ils les identifient pas forcément, ne sont pas forcément accompagnés. Et du coup, c'est vrai que d'avoir un maître d'ouvrage qui a travaillé ce sujet-là, c'est un levier d'action qui permet aussi de concevoir des bâtiments plus performants. Donc, vous voulez dire, c'est le... J'ai pas compris, la question c'est par rapport aux subventions. Est-ce que vous pensez que d'autres communes pourraient faire la même chose que ce que vous avez fait? Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait, oui. Évidemment, parce que nous en plus on a été accompagnés, j'en ai pas parlé, le Pays du Mans. Le Pays du Mans nous a beaucoup aidé justement par rapport aux demandes de subventions. Et pour la certification justement BEPOS, et on en a eu plus justement sur cette... Des subventions pour l'approche énergétique, oui. Dans la belle BEPOS. C'était ça le critère, c'est ça? Voilà, typiquement, les questions, c'est voilà, je voulais savoir quels critères et quels étaient finalement, il y a le Pays du Mans qui a pu allouer les subventions. Est-ce qu'il y a aussi des subventions européennes, des subventions nationales, voilà, ce type d'acteurs? Enfin, tu veux tout savoir en fait, tout simplement. Alors vous avez eu quoi comme subvention, vous vous en souvenez, monsieur? Oui, on a tout eu parce que... On a tout eu. Non, mais c'est vrai, on a en plus un maire qui est un peu chasseur de subventions, donc il est très fort là-dessus. Donc il a un bon réseau. On a un bon réseau, donc, et en plus, comme je vous dis, c'est vrai que le Pays du Mans, pour ça, nous a beaucoup aidé. Donc il y a aussi des subventions. Donc il n'y a pas que des subventions sur l'énergie. Vous avez été trouvé d'autres choses. On a eu le leader aussi. On a eu leader. TPCV, là, je ne sais plus ce que ça veut dire. On a eu oui, le BTR, évidemment. Oui. Je n'ai pas revisé ça. Alors j'ai encore une question là dans la salle, madame. Sur la toiture végétalisée. Oui, Francesca Gattone, architecte du CAU de la salle. Et donc, on était choisi des essences particulières pour la toiture végétalisée, et si le choix de la toiture végétalisée a été plus pour une question d'insertion dans les sites, ou pour qu'il participe à la question énergétique, à la performance énergétique? Alors, le choix de la toiture végétalisée, c'était d'abord sur le concept du bâtiment, donc c'est d'abord sur l'intégration dans le site. Après, il a d'autres vertus, du coup, qui fait parler du cycle de l'eau, du coup, qui permet, du coup, puisqu'on a un filtre sur la parcelle, donc qui permet de temporiser l'évacuation de l'eau au travers de son cheminement. D'abord sur la toiture végétalisée, puis après sur les bassins, on a 2 ou 3 bassins de rétention, du coup, successifs, pour avoir une gestion à la parcelle à 100%, puisqu'on n'avait aucun rejet possible de la part de Le Mans Métropole. Sur les essences, l'idée c'était d'avoir une toiture qui soit comme un paysage, donc plutôt avec du volume. Donc on a des graminées, on a des sédums, on est sur une mixte en fait. Alors je ne pourrais pas vous dire les essences spécifiques, mais on est sur mixte, graminées et sédums. Le substrat, on est sur un substrat mince qui fait 7 ou 8 cm. Et j'ai cru voir dans les documents qu'une partie du confort d'été, certains l'attribuent au... Ça joue oui. Sur le confort d'été, effectivement. C'est pas forcément valorisé dans le calcul thermique, mais ça participe à l'inertie du bâtiment. Et puis, juste pour compléter, parce qu'en fait, on a des fortes pentes quand même. Du coup, on doit avoir un arrosage automatique de ces toitures-là, parce que sinon, elles ne résistent pas à la sécheresse. Pas d'autres questions?
Souligner juste un dernier point quand même. Effectivement, là on voit sur les photographies le travail de qualité d'usage aussi, sur le choix des matériaux, les teintes. Il y a un aspect biophilique, c'est le terme aussi, qui accompagne du coup le bien-être des gens, avec les perspectives aussi sur, on voit bien les abords qui sont végétalisés. C'est vrai que ça contribue aussi à un sentiment de bien-être. C'est important aussi sur les opérations de travailler le choix des teintes, des coloris, le bois, voilà. L'apparence en tout cas, joue aussi sur le moral, et on en a besoin en ce moment. Effectivement, l'idée c'était de travailler au maximum sur des matériaux naturels, enfin des laissés bruts en tout cas. Donc le béton, il a juste été lasuré, donc sur une lasure incolore, pour garder la matérialité béton. La charpente bois, elle reste apparente. Et puis on a beaucoup de bois quand même sur les alcôves aux entrées de chaque salle. Et après, sur chaque salle, on avait une couleur différente qui marchait sur un dégradé, donc vert, jaune, orange, rouge, suivant les salles. Si vous voulez bien applaudir nos intervenants et leurs projets. Alors j'aurais peut-être dû le dire au début, mais là maintenant c'est le moment où les intervenants tremblent, parce qu'on va voter. Et on va voter pour savoir si ce projet doit rentrer dans le panorama de la construction durable en Pays de la Loire. Donc c'était juste la slide précédente, si tu veux bien. Hop là, c'est parti, on a trop cliqué. Ah, génial. Non, ça va, ça c'est stabilisé. Voilà. Et donc pour voter, si vous voulez bien aller chercher sur votre téléphone, c'est pas une appli, il suffisait d'aller sur Internet. Le site que vous allez chercher, c'est evals.fr. Alors vous voulez voter pour vous-même? Excellent. Ben oui, il n'y a pas de petit profil. Donc, mais vous pouvez. EVALS. Et vous allez trouver un code. On va vous demander un code à un moment. Et c'est #c'est positif en un seul mot et en minuscule. Et on va vous proposer 2 entrées. Un pour le collège de Mamers qu'on verra tout à l'heure. Et donc on votera pour le collège tout à l'heure. Mais là, pour le moment, on est dans la maison des associations d'étrangers. Vous cliquez dessus. Donc d'abord vote, ah oui, parce que tout à l'heure on aura une enquête de satisfaction. Donc vous cliquez vote et ensuite vous cliquez maison des associations. Et puis là, vous dites oui ou non, je crois, hein, c'est ça, Laura? Le code c'est positif, avec un hashtag. Et donc Laura comptabilise les votes et quand on est arrivé à peu près à la... Vous avez tous, les membres du jury ont le droit de voter aussi. Et vous allez avoir dans 2 secondes, on va vous donner les notes que le jury, lui, a données en parallèle. Et comme on n'a pas voulu vous orienter, on ne vous les a pas données. C'est bon, ça bouge encore ou c'est stabilisé, Laura? Ça bouge encore. Ça bouge encore. Est-ce qu'il y en a qui ont... Ah oui, il a toute sa famille. Excellent. Le temps qu'il prévienne sa famille, on va peut-être... C'est bon? Alors, tu vas nous dire... Tiens, viens nous voir. Sans surprise, on a 100% de oui. Alors ça, je crois qu'on n'a jamais eu 100%. Hein. Alors, si vous voulez bien venir au milieu, tous les trois. Tous les trois. Trop fort. Et d'ailleurs, je crois qu'on a eu, c'est la meilleure note qu'on ait jamais eue du jury, parce que le jury ne s'y était pas trompé non plus. C'est vraiment, donc ça fait 2 ans qu'on fait ces positifs avec les sérieux et à l'Alliance HQ et Novabile. Et c'est le projet qui a eu les meilleures appréciations depuis le début. Vous voyez, on faisait semblant d'être un peu réticent, mais en fait on était hyper enthousiastes. Donc super, bravo et merci encore.